On Health. On Health. Média. Innovation. Santé. Et si une simple analyse sanguine pouvait révéler des informations ultra précises pour mieux traiter les cancers ou autres maladies graves? C'est l'enjeu fascinant des exosomes, ces nanomessagers du corps humain que l'équipe Nano2Bio de l'Institut FemtoST de Besançon explore avec des technologies de pointe. Aujourd'hui, on part à la découverte de cette science de l'infiniment petit avec des ambitions thérapeutiques immenses. Et j'ai l'honneur, pour en parler, de recevoir le docteur Céline Elikaï. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Marie et Louis Pasteur et votre nom est inscrit au sein de l'Institut de recherche FemtoST. Alors, pour les auditeurs, on rappelle peut-être ce qu'est cette prestigieuse structure. C'est un laboratoire de recherche public qui a une envergure mondiale, internationale, qui est un institut de grande taille. Plus de 700 personnes le constituent cet institut, répartis sur 7 départements de recherche, hébergeant 10 plateformes technologiques, reposant sur 5 grandes priorités stratégiques, dont les sciences et technologies pour la santé et le développement des micro- et nanotechnologies. C'est l'un des 3 plus gros instituts de recherche CNRS de France, avec l'ICUB de Strasbourg et le LAS de Toulouse. Oui, c'est bien ce qui me semblait. L'Institut Femto, c'est l'un des plus grands instituts dans vos domaines, très très reconnu, très en pointe. Et il est à Besançon. Hein. Il est à Besançon et également sur d'autres villes, notamment Belfort-Montbéliard avec l'UTBM. Donc Cocorico, la Bourgogne-Franche-Comté. Cocorico. Allez, on repart sur votre métier premier, puisque vous êtes à la tête de Nano2Bio. Alors, c'est quoi Nano2Bio ? C'est une start-up, c'est un laboratoire ou c'est une entreprise ? C'est une équipe de recherche qui est hébergée au sein d'un des 7 départements de recherche de l'Institut Femto. Nano2Bio, c'est en fait l'équipe que j'anime et qui... comme son nom, je dirais, l'indique un petit peu, s'intéresse en tout cas à développer des méthodologies multi-échelles. Donc avec vraiment la démarche d'aller regarder de l'échelle de la cellule aux vésicules jusqu'aux molécules, multi-échelles, d'intérêt pour le diagnostic et aussi la thérapie. Alors, j'ai bien compris, il faut le dire Nano2Bio. Ouais. J'ai dit Nano2Bio. Derrière le 2, plutôt en version anglaise pour finalement amener à les nanos pour la bio, si vous voulez. C'est un petit peu le principe du nom de l'équipe. Et puis, nano, vraiment investigation des interactions moléculaires. On est aussi dans le décryptage de comment les molécules se parlent entre elles pour mieux comprendre des mécanismes biologiques. Alors, qui travaille à vos côtés chez Nano2Bio, structure qui a, on le rappelle, 3 ans hein. En termes de nombre de personnes, on est une relativement petite équipe puisque nous ne sommes que 4 chercheurs, enseignants-chercheurs, auxquels s'ajoute un ingénieur d'études recruté de façon permanente. Donc, nous sommes 5 permanents dans l'équipe. Et si on y ajoute les stagiaires de Master 2 qui amènent à des thèses, les étudiants en thèse et autres stagiaires, nous sommes aujourd'hui constitués de 15 personnes. Céline, merci pour cette introduction. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Vous avez utilisé des termes assez techniques, vésicules, exosomes. Comment on pourrait expliquer simplement ce que sont ces vésicules extracellulaires à quelqu'un qui n'aurait pas de formation spécifiquement scientifique? Alors, les vésicules extracellulaires sont en fait des objets que relarguent toutes nos cellules dans le corps et de façon permanente, c'est-à-dire que c'est un mécanisme biologique totalement physiologique. Elles sont bourrées d'informations bien qu'étant nanométriques. Alors, ce sont des objets qui font de 40 nanomètres, 10-9 mètres, 40 nanomètres au plus grande 1 micron. Et donc, elles envoient à l'extérieur de la cellule tout un tas d'informations, soit pour aller alerter les cellules environnantes d'un problème se situant au niveau de la cellule d'origine ou du tissu d'origine, ou alors au contraire pour aller recruter à l'extérieur de ce tissu des cellules qui vont venir aider se battre contre un stress chimique, physique ou notamment un dérèglement tel qu'une tumeur. Alors justement, c'est infiniment petit mais infiniment grand dans son intérêt, de ce que je comprends. Et qu'est-ce que vous cherchez à détecter ou à mesurer dans ces
cellules plus que microscopiques finalement? On propose des outils qui permettent de les détecter, puisque du fait de leur taille, il existe très très peu de techniques capables de détecter des objets aussi petits, de quelques dizaines de nanomètres. Et puis, c'est le registre là dans lequel l'équipe Nanotubio s'inscrit, encore moins capable de discriminer, c'est-à-dire de différencier des sous-types de vésicules qui peuvent, pour certaines, indiquer l'apparition d'une pathologie, et d'autres qui sont complètement physiologiques et complètement inoffensives. Alors, on l'a vu, votre domaine d'application est très pointu, mais je crois aussi que vos techniques, en fait, sont très innovantes. Tout ça repose sur des principes physiques. On utilise des technologies optiques qui permettent de détecter plusieurs sous-populations d'intérêt dans une solution, et puis des principes physiques aussi de microscopie qu'on va mener directement sur le substrat de piégeage pour avoir une analyse combinée, mais sur un même substrat pour limiter les biais analytiques. Alors, Céline, on a bien compris votre domaine de compétences. Dans votre insertion dans l'écosystème national et régional, je crois que vous collaborez avec des structures comme le CGFL ici à Dijon ou encore plus prestigieux, l'hôpital Necker. Comment fonctionnent ces partenariats au quotidien? Qui apporte quoi finalement? Alors, il s'avère que nous sommes une équipe développant des technologies, on va dire, au service de la santé, que ce soit pour le diagnostic ou la thérapie. Donc, on va répondre soit très ponctuellement à une de leurs questions par une approche qu'on maîtrise déjà au sein de l'équipe, par une combinaison instrumentale, par une approche qu'on maîtrise déjà, ou alors cette collaboration va faire l'objet d'un appel à projet qui va nécessiter 2-3 ans de développement pour être en capacité, durant ce projet, et en général plutôt vers la moitié du projet, au bout d'1 an ou 1 an et demi, de réellement répondre à la question posée. Puisque nous sommes quand même tous au sein de l'équipe des chercheurs ou enseignants-chercheurs qui avons besoin également de développer nos approches, de montrer l'innovation, finalement de nous nourrir. On se nourrit des collaborations pour nous donner à nous-mêmes des challenges technologiques, méthodologiques, analytiques. Les collaborateurs sont des sortes de donneurs d'ordre, entre guillemets, ou de poseurs de questions, et nous mettons tout en œuvre pour y répondre le plus efficacement possible. Oui, en fait, chacun nourrit l'autre en réalité, c'est ça, hein, et vous progressez ensemble. Ah, complètement. La partie technologique qu'on doit développer pour répondre à la question nous permet à nous de valoriser nos travaux méthodologiques, mais en y associant les collaborateurs qui, eux, au travers de ces travaux, obtiennent plus d'informations sur leur échantillon et donc sur la compréhension du mécanisme biologique qui réside alors soit dans le développement d'un cancer avec le CGFL, soit dans le développement d'une maladie rénale avec l'hôpital Necker, pour essayer de mieux identifier, encore une fois, des marqueurs de cette pathologie pour mieux la détecter, pour ensuite mieux la contrer par un traitement. Vous écoutez On Board, le podcast dédié à l'innovation santé. Alors, vous collaborez avec des structures publiques, mais est-ce que vous travaillez aussi main dans la main avec des startups de l'écosystème national? Il y en a plusieurs. Au niveau national, il y a notamment Serendip, qui est une compagnie qui va produire des vaccins de manière un petit peu nouvelle, en utilisant des parties dérivées des virus, et qu'il s'agit de caractériser. Nos approches contribuent à cette caractérisation de ce type d'objet. Et puis nous avons des collaborations plutôt sur site, notamment académiques, avec l'UMR Wright, l'unité INSERM qui est à Besançon, de laquelle émanent certaines startups. Nous avons aussi un certain nombre de projets qui, pour certains, sont un petit peu dans les tuyaux de demande de financement aussi en ce moment, parce que les choses se poursuivent avec elles. Alors on précise, Diaclone s'appelle aujourd'hui Medix Biochemica, et de ce que je comprends, Céline, en fait, c'est que l'écosystème se nourrit lui-même. On est vraiment la chance qu'on a en étant à Besançon dans cet environnement microtechnique, et beaucoup microtechnique pour la santé, c'est qu'il existe des startups et des équipes de recherche du domaine de la santé très bien positionnées, très innovantes, et puis
Et puis il y a tout le versant microtechnique, nanotechnologie qui finalement amène des solutions pour répondre à certaines des questions posées par ses collègues. Et vraiment, localement, c'est un vivier très riche puisque très complémentaire et multidisciplinaire. En réalité, est-ce qu'il y a déjà des médicaments qui ont été poussés sur le marché et rendus accessibles aux patients via vos technos, ou pas encore? Non, pas encore. J'espère un jour, ce serait ma plus belle réalisation de carrière, je pense. Pour l'instant, non. Néanmoins, on contribue à faire avancer la compréhension du contenu d'un plasma de patient. On a travaillé sur un projet sur le myélome multiple avec les hôpitaux de Saint-Étienne. En fait, au travers de ces travaux, par exemple, la recherche, entre guillemets, avance sur l'identification de marqueurs et donc potentiellement de thérapies plus efficaces, puisque sur la base d'un biomarqueur ou de quelques biomarqueurs clairement identifiés, on peut vraiment focaliser la thérapie à utiliser. Et oui, donc avant de parler de soins ou de thérapie, on parle déjà de diagnostic en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment dans la démarche de diagnostic, c'est d'identifier un marqueur et de le détecter le plus tôt possible, donc à des concentrations les plus faibles possibles. Ça recoupe un petit peu ce que je disais au départ, qui nous motive, c'est développer des méthodes multimodales, reproductibles et sensibles, qui permettent de détecter des objets d'intérêt, des molécules d'intérêt à très basse concentration. Donc vous aidez à la détection de maladies, de pathologies. On parle de quoi? On parle de cancer, on parle de maladies neurodégénératives. On peut déceler quoi grâce à l'analyse de ces fameuses vésicules? Ah oui, en fait, il y a beaucoup de pathologies différentes dans ces approches. On mentionnait la collaboration avec l'hôpital Necker, ça va être une maladie rénale chez l'enfant. Le problème de myélome multiple, le cancer du sang, un certain nombre de cancers, bien sûr, cancer du sein, cancer du côlon. Et puis les maladies neurologiques, en effet. Et là, c'est peut-être plus pour le versant thérapie. Si on recoupe un petit peu avec les cellules souches et toute la richesse de leur sécrétome généré par ces cellules, ont une action a priori très intéressante sur des maladies neurologiques, sur des maladies inflammatoires et pulmonaires, et aussi sur des problématiques cutanées de cicatrisation. Eh bien justement, quels espoirs peut-on porter sur votre domaine de recherche? Est-ce qu'il y a une découverte qui vous aurait marqué là tout dernièrement? Eh bien, je pourrais citer une collaboration que l'on a avec un institut qui est à Lyon, dans lequel les collègues produisent en grande quantité des cellules souches mésenchymateuses. Et ça, c'est basé sur de la littérature qui montre que quand on utilise les cellules souches pour des biothérapies cellulaires, quand on transplante ces cellules pour de la régénération osseuse, par exemple, eh bien, l'activité positive de ces cellules, si je puis dire, vient surtout de ce qu'elles sécrètent plutôt que la cellule elle-même. Mais il s'avère que là, on est en train de mettre en évidence des choses vraiment très très intéressantes, directement liées aux vésicules, qui pourraient à terme remplacer les cellules souches elles-mêmes. Ils ont inventé en fait une ferme à vésicules, c'est ça? Tout à fait, avec une production très importante de vésicules, puisque en moyenne, on parle de millions à milliards de vésicules par millilitre de surnageant. Ça me fait penser écosystème, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez parlé notamment de biothérapie, de biotechnologie tout à l'heure. On le sait, la Bourgogne-Franche-Comté essaie de prendre le leadership aussi sur ces thématiques. Et justement, quel serait l'intérêt de vos travaux pour cette filière des biothérapies, médicaments biologiques ou thérapies cellulaires et géniques? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais voilà, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Complètement, c'est-à-dire qu'avec la démarche de positionner la région dans ce domaine des biothérapies, avec la vraie volonté d'être parmi les leaders en production de biomédicaments d'ici 2030 au niveau français. Alors en quoi nos travaux au niveau de notre équipe de l'Institut participent à cette démarche? Eh bien, c'est en proposant des outils, ces méthodologies, ces combinaisons instrumentales qui vont permettre de qualifier différents biomédicaments un petit peu innovants, et notamment des biomédicaments qu'on appelle acellulaires, sans cellules. Donc, si l'idée est de développer des biothérapies acellulaires, il faut absolument se donner les moyens de caractériser
de façon très fine, résolutive, reproductible ces solutions acellulaires. Et donc, d'un point de vue technologique, on peut se voir au niveau de l'équipe comme une équipe venant en soutien du développement de nouvelles biothérapies. Et vous êtes, avec Nano To Bio, vous êtes impliqué dans la démarche BioValliance, qui est une marque régionale dédiée à impulser ces biothérapies. Céline, qu'est-ce que ça vous apporte à vous concrètement, et ainsi qu'à votre équipe ? Alors, en effet, BioValliance est une marque de cette filière régionale des biothérapies, allant vraiment de la bioproduction au délivrement, à l'utilisation de ces nouvelles biothérapies. Donc, quand on parle de aide à la conception de biothérapie, il faut absolument caractériser ces thérapies, s'assurer qu'elles sont produites de façon reproductible à partir des conditions de culture des cellules. Donc là-dessus, sans aucune ambiguïté, nous nous inscrivons dans cette marque BioValliance qui recoupe beaucoup d'acteurs, 10 laboratoires de recherche, un grand nombre d'entreprises en santé. Alors cette marque a le mérite en effet d'exister, et je pense que vraiment il faut la pousser pour que la région de Bourgogne-Franche-Comté soit vraiment mise en avant comme un lieu très privilégié qui associe les microtechniques et la santé et les méthodes de bioproduction. Oui, c'est-à-dire qu'elle se place vraiment sur la carte en France, quoi. Elle doit se placer dans la carte, elle doit être visible sur la carte de France, puisque finalement c'est une grande originalité qu'on a de rassembler sur un même secteur géographique relativement petit autant de compétences complémentaires qui, uniquement ensemble, peuvent amener des thérapies innovantes. Maintenant, dans les faits, c'est une démarche qui est très récente, pour laquelle un grand nombre de réunions a eu lieu dans les 2 dernières années au maximum. Donc, il y a une certaine inertie quand il y a beaucoup de partenaires, d'entreprises, de laboratoires. Il y a une certaine inertie. Il y a probablement besoin d'un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place et que vraiment les laboratoires puissent. La question était de bénéficier de cette marque. On est plutôt dans une phase, si je pourrais résumer comme ça, à mon niveau, ce que j'en vois, une phase d'identification des partenaires à afficher dans cette marque. Et ensuite, j'espère, bientôt, une phase où on rend opérationnel toute cette cohorte, toutes ces partenaires. Ok, merci Céline pour toutes ces explications. Le podcast touche désormais à sa fin. Je pense à une dernière question comme ça. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier dans tous vos travaux de recherche ? C'est quoi ? C'est un dossier en particulier ? C'est votre équipe ? Dites-moi. Je suis particulièrement fière d'avoir reçu, agrégé autour de moi des collègues qui sont portés par la même motivation d'aider au développement de nouvelles thérapies, finalement de contribuer à notre modeste échelle à ce que des nouveaux traitements soient mis sur le marché pour essayer d'être plus efficace contre ces pathologies qui sont dévastatrices et pour lesquelles il n'y a pas de solution, ou alors elles sont très 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 onéreuses et complètement inaccessibles. Peut-être le deuxième versant, c'est d'avoir eu ce souhait d'acquérir des compétences à l'échelle nano il y a 20 ans maintenant, de les voir mettre au service de la santé et de façon très concrète au développement de biomédicaments aujourd'hui. Même si on voudrait toujours dans ces domaines que les choses aillent plus vite et traitent plus vite des gens, notamment les personnes malades et notamment celles qu'on connaît. Merci. Alors pour conclure, je précise que votre nom est aussi connu pour autre chose, puisque vous êtes à l'origine de l'opération Science au Château, qui se tient au printemps au château de Bournel dans le Doubs. La vulgarisation scientifique, Céline, c'est important pour vous ? Oui, ça me parle énormément. Ça part d'un constat. J'ai 3 enfants qui sont à 50 km de Besançon et qui n'ont pas vraiment accès au laboratoire de recherche par le biais de l'école, ce qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Et donc, depuis 2 ans d'ailleurs, j'ai une initiative qui consiste à amener la science à la campagne, si je puis dire. Et c'est une action qui mêle un petit peu la science et l'art aussi, que je réalise au sein d'un château. Qui permet à des enfants de baigner dans des ateliers scientifiques participatifs et c'est un moment vraiment privilégié pour eux de comprendre ce qu'on fait dans ce labo à Femto, mais aussi des gens du CGFL, des collègues de l'ICB à Dijon participeront à cet événement. Ça va permettre aux enfants un petit peu d'entendre et de voir et de participer à des expériences scientifiques pour finalement les familiariser à ce domaine et leur donner
peut-être à certains envie de poursuivre dans ce domaine. Donc je suis très attachée à la partie vulgarisation, faire sortir la science des laboratoires pour que les enfants, mais aussi les adultes, de savoir un petit peu mieux ce qu'on y fait dans ces labos et de les rassurer sur ce à quoi sert l'argent public également dans tous ces travaux. Eh bien, on l'a encore vu dans ce podcast, la région Bourgogne-Franche-Comté s'illustre par ses capacités à innover, notamment dans la recherche, et propose des équipes qui portent des messages d'espoir pour la qualité de vie de tout un chacun pour demain et après-demain. Céline, merci d'avoir embarqué sur OnBoard. Merci également à la région Bourgogne-Franche-Comté, partenaire de ce programme. Et je vous dis à très vite pour un autre podcast dédié à l'innovation en santé. À bientôt. Merci beaucoup à vous. À très bientôt.